Donc, bienvenue. Bienvenue à notre premier webinaire officiel depuis que Concertec fait partie de la grande famille Esri. C'est un webinaire qui s'intitule Tirer profit d'FME pour automatiser la publication de données dans ArcGIS Online. Je me présente, je suis François Lagagnère, je suis un des associés chez Concertec, je suis responsable du développement d'affaires. Puis aujourd'hui, je vais être l'assistant ou je vais assister mon collègue Félix Lafont-Touican, qui est expert conseil en intégration de données SIG chez Concertec. Bonjour. Et puis ben, au programme aujourd'hui, c'est quand même un programme qui est relativement simple, mais qui risque d'être très intéressant. On va présenter un survol très rapide de ce qu'est FME et ArcGIS Online pour ceux qui ne connaîtraient pas soit un ou l'autre des outils. Puis, le cœur de la présentation, c'est vraiment 3 exemples réels qu'on a réalisés avec des clients. Un qui est de l'extraction, automatisation de l'extraction de données qui provient d'un service web au niveau des informations de signalisation routière qui a été traité puis ensuite envoyé vers ArcGIS Online. Un autre qui est sur un projet quand même assez, je veux dire, d'actualité par rapport à la période de l'année au niveau de l'information sur les données d'opération de déneigement, données qualité au niveau déneigement puis déglaçage. Puis un dernier qui a été fait au niveau d'une automatisation à partir, en lien avec des réseaux électriques, mais d'informations provenaient d'une base de données ArcSDE. Donc, pour la suite, qui on est Concertec? Concertec, ça fait 31 ans maintenant qu'on est en affaires, dans notre 32e année. On est des experts. Depuis toujours, on touche à la géomatique. Donc, on est des experts, c'est écrit FME, GIS. La réalité, c'est que, c'est tout nouveau. On a annoncé officiellement notre partenariat avec Esri. On est très fiers de l'annoncer. La réalité, c'est que ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille avec les technologies Esri. Donc, c'est l'expertise qu'on a. Présentement, on a 8 experts conseils qui sont spécialisés en intégration, automatisation de processus de données, je dirais, géolocalisées et non géolocalisées, pas nécessairement. Beaucoup de liens entre des systèmes SIG, donc des systèmes GIS, Esri, avec d'autres types d'applications aussi, des applications corporatives, finances, gestion d'actifs, permis et ainsi de suite. Et puis, au fil des années, donc, on a fait beaucoup de projets aussi, développement d'applications. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, est-ce que vous faites du développement sur Esri? Oui. Donc, encore une fois, du développement sur Esri, du développement web, de différents types de développement qui touchent toujours de près ou de loin quand même la géomatique. Donc, c'est un peu qui on est, Concertec. Évidemment, Safe Software, on est quand même très fiers d'être les seuls partenaires platine en Amérique du Nord. Ça fait quand même 21 ans qu'on est avec eux, donc c'est un partenaire de choix. Puis maintenant, Esri. Puis on a la prétention de dire que notre expertise FME peut de beaucoup bonifier un environnement Esri. Puis c'est un petit peu ça qu'on veut vous démontrer aujourd'hui. Donc, on va démarrer avec la première section de la présentation qui est qu'est-ce qu'FME. Puis là-dessus, Félix, je t'incède la parole. C'est parfait. Merci beaucoup, François. Donc, qu'est-ce qu'FME? Pour ceux et celles qui n'ont pas encore travaillé avec cet outil-là, qui ne connaissent pas encore. Donc, FME, c'est une plateforme de type ETL qui, en anglais, ETL est un acronyme qui dit Extract, Transform and Load. Donc, l'idée derrière un outil ETL, c'est vraiment d'aller extraire de la donnée ou se connecter à nos données sources. Ensuite, le T, c'est pour Transform. Donc, on applique une transformation dessus. Soit on veut filtrer la donnée, on veut la joindre avec un autre jeu de données. Peut-être aussi qu'on veut faire une transformation spatiale, ajouter des attributs. Donc, il y a une gamme d'outils possibles pour transformer la donnée. Et puis, ultimement, on l'écrit soit dans un nouveau format ou dans un autre jeu de données, donc qui est la partie load dans FME. Et tout ça, c'est des processus automatisés. Donc, une fois qu'on a construit notre modèle ou notre processus, on clique sur Run et puis le traitement se fait tout seul. Donc, dans la portion desktop, on va vouloir connecter nos sources de données ensemble, vraiment utiliser la puissance d'FME et de ces plus de 400 formats différents qu'il peut traiter à l'intérieur d'un même processus. Donc, on peut vraiment passer d'AutoCAD vers des données GIS ou Esri, travailler avec des bases de données, des données matricielles aussi,
du XML, des données sur le web. Donc, passer d'un format à l'autre à l'intérieur d'un même workspace, c'est vraiment génial. Et puis, ça aide justement à réduire les silos de données ou les silos de processus. Pour vous donner une idée rapidement de l'évolution d'FME, donc qui a commencé au milieu des années 90, on est vraiment parti des données géomatiques à la base, mais ça a évolué en intégrant au fil du temps différents formats. Pendant des années 2000, on commençait à intégrer des informations de base de données, des images matricielles, des rasters, par après des données en 3D, les nuages de points, les données sur le cloud au tournant des années 2010. Et puis, plus récemment, on commence à aller dans la réalité augmentée, la cartographie intérieure, même l'Internet des objets. Donc, ça va en évoluant et puis ça les intègre, c'est vraiment le fun. Je peux ajouter un commentaire là-dessus, Félix. Malgré toute l'évolution des nombreux formats qui sont supportés, il reste qu'en tout cas, jusqu'à tout récemment, les deux principaux, c'était quand même des bons vieux shapefile puis les formats Excel aussi. Oui. Je pense que ça démontre quand même l'évolution quand même relativement, je dirais pas modeste, mais en tout cas, on reste toujours un petit peu des fois accroché aussi aux anciens formats, si on veut. Oui, tout à fait. Et FME les supporte toujours très bien. Donc, souvent, les personnes vont commencer avec ces formats-là. Et puis, si on a un nouveau jeu de données qui est dans un format différent, on va pouvoir regarder si FME peut nous aider à en tirer profit davantage. Donc, avec FME, on transforme les données, on peut la modifier, comme je disais, mais aussi construire des processus de validation. Donc, avec une série de filtres ou de conditions, on peut tester notre donnée pour savoir si elle est valide selon nos standards ou selon les critères qu'on veut qu'elle soit, dans lesquels on veut que notre donnée soit avant de pouvoir l'utiliser dans nos autres systèmes. Et puis, ajuster le flux de travail pour répondre aux besoins des différents changements. Là. Ça reste une solution assez flexible, FME et facile à faire évoluer. Il existe aussi la version serveur de FME qui permet vraiment d'automatiser les processus. Donc, sans vouloir aller dans la redondance, là, les processus sont construits sur FME desktop. C'est là-dedans qu'on va vraiment venir faire le traitement de la donnée et le spécifier, mais avec FME Server, on va pouvoir les automatiser ensemble, donc soit un à la suite de l'autre, ou les déclencher selon une série de conditions, que ce soit vérifier l'arrivée d'un nouveau fichier dans un répertoire, selon une cédule, à la réception d'un courriel, on peut vouloir déclencher un workspace. Donc, c'est vraiment d'orchestrer tous les processus ensemble de manière intégrée et de manière simple à gérer sur une seule plateforme. Donc, c'est la portion serveur du logiciel. Maintenant, qu'est-ce que ArcGIS Online? Donc, la probabilité est que soit vous connaissez FME déjà ou vous connaissez ArcGIS Online. Peut-être que vous connaissez l'un ou l'autre ou les deux ou ni l'un ni l'autre. Je ne vais pas passer trop de temps, mais essentiellement, ArcGIS Online, c'est une plateforme d'Esri qui permet de faire le partage des données, créer des cartes, tout ça supporté en ligne chez Esri, donc qui facilite un peu la diffusion de ce côté-là. Donc, on va vouloir exploiter les données, donc les consommer, les regarder, créer des cartes, analyser cette donnée-là aussi. La portion collaborée est là pour la facilité de partage. Et puis, on peut également créer des applications sur ArcGIS Online, donc que ce soit des cartes thématiques ou des tableaux de bord. On va en voir un petit peu aujourd'hui. C'est vraiment un outil qui est de plus en plus utilisé dans les organisations qui utilisent les produits d'Esri. ArcGIS Online, c'est un peu quelque chose qui vient de soi quand on travaille avec des outils d'Esri maintenant. Donc, c'est un outil qui est très utilisé, qui est très intéressant. Et puis, les projets qu'on vous présente aujourd'hui utilisent et FME et ArcGIS Online ensemble pour achever les buts des différents projets. Et puis, en lien avec ce que tu as mentionné, Félix, justement, en se posant la question qui utilise FME, qui utilise ArcGIS Online, qui utilise les deux, on a un petit sondage justement dans ce que vous utilisez, ni un ni l'autre, un des deux. Si oui, lequel des deux? Est-ce que vous utilisez les deux, mais vous ne les avez pas encore vraiment joints? Et puis, si vous utilisez justement les deux, puis vous avez réussi à faire des automatisations. Donc, je vous donne quelques secondes
encore pour répondre au sondage. Je vois qu'il y a encore des mouvements au niveau des réponses. Puis ensuite, je vais vous partager le résultat. Ça bouge encore un petit peu. Encore quelques secondes. Okay, plus de mouvement, donc je vais partager le résultat. Donc, on a très peu de personnes qui n'utilisent ni un ni l'autre. Seulement 16% seulement ArcGIS Online, mais pas FME. 9% FME et pas ArcGIS Online. 53% qui est la grande majorité, qui est et FME et ArcGIS Online. Et puis un 20% qui les utilisent conjointement pour automatiser leur processus. C'est quand même intéressant, ça donne une bonne idée. Donc, il y a quand même place justement à, je ne dirais pas amélioration, là, mais en tout cas, il y a quand même place à apprentissage là, par rapport à ce que tu vas démontrer, Félix. Autre point aussi que je n'ai pas pensé mentionner, si vous avez des questions durant la présentation, vous pouvez les partager dans le chat, puis dépendant du rythme de présentation de Félix, je vais pouvoir lui poser. C'est super. Oui, n'hésitez pas. Et puis, en espérant que les différents projets que je vais vous présenter vous inspirent à voir les possibilités d'FME et ArcGIS Online. Donc, commençons. Le premier projet, qui est l'extraction des informations de signalisation routière à partir d'un API, a été réalisé avec la ville de Mono, en Ontario. Donc, c'est une petite ville qui se trouve au nord, à peu près 100 km au nord de la région de Toronto. C'est une seule personne qui s'occupe de la géomatique et des TI aussi, donc c'est un projet quand même intéressant. L'objectif de ce projet-là, c'était d'utiliser l'information des panneaux de signalisation qui se retrouvent sur une plateforme qui s'appelle Mesh. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc, dans le fond, tout ça, d'où ça part, c'est que le service des travaux publics est responsable de l'entretien des 1400 panneaux de signalisation routière qui sont quand même répartis sur un territoire quand même important. C'est un milieu rural, donc c'est assez étendu. Et puis, pour consolider toute l'information qui était sur une autre plateforme avec leurs données sur ArcGIS Online, on a cherché à tout intégrer cette information-là pour que ce soit plus facile à traiter, dans le fond. Donc, il y a comment ça fonctionnait avant? Il y a un processus manuel qui était là pour extraire les données de la plateforme qui s'appelle Mesh. Donc, c'est un système de gestion de signalisation routière basé sur le cloud de la compagnie GoEvo en Ontario. Et ce processus-là consistait à télécharger la donnée en fichier Excel et puis à l'intégrer dans une Fire Geodatabase sur ArcGIS Desktop et puis après le publier sur ArcGIS Online. Une tâche qui prenait peut-être 1 heure par jour à faire en plus. C'est une tâche qui devait être faite assez régulièrement pour que les équipes justement de travaux publics puissent aller faire leurs opérations de maintenance ou d'entretien sur le territoire. Donc, comme je disais, il y a une seule ressource qui était assignée à faire ça et qui était disponible pour le faire. C'est la personne qui s'occupe de la géomatique et en même temps qui porte le chapeau de chef TI. Donc, son temps est très sollicité, si je peux dire. Et puis, en voyant que le processus était très répétitif, il s'est demandé s'il y avait une manière de l'automatiser ou de l'optimiser d'une certaine manière. Donc, c'est là qu'on est arrivé. Donc, comment le flux ou le processus, comment il s'opère? Les données sont d'abord collectées par la compagnie GoEvo. Ils ont entre autres un outil spécial pour mesurer la rétroréflectivité des panneaux de signalisation. Donc, ils vérifient si la pellicule qui permet que les panneaux de signalisation soient très visibles le soir ou par rapport ou qui réfléchissent bien la lumière des phares. Ils ont un outil spécial pour mesurer ça et en plus des autres informations de conditions des panneaux, diffusent tout ça sur leur plateforme Mesh en ligne. Et puis, ils ont un API qui nous permet justement d'aller extraire cette donnée-là directement sur la plateforme. Donc, on utilise l'API de GoEvo avec FME pour aller chercher les données.
Et puis, avec FME, ben, on les traite, on les prépare pour qu'on puisse mettre à jour les données déjà existantes sur ArcGIS Online. Donc, maintenant, au point de vue technique, donc, si je peux, ici, on a une image d'un morceau du workspace. On a à gauche, je vous montrerai tout à l'heure dans le workspace, un HTTP caller, qui est le transformer, je pourrais dire, le numéro 1 généralement quand on veut aller se connecter à des API, parce que le HTTP caller permet justement de faire des requêtes HTTP ou des requêtes sur le web. Donc, la requête est faite dans le HTTP caller, nous retourne une grosse table en JSON, en format JSON qu'il faut décortiquer ou fragmenter pour traiter l'information et la convertir tranquillement en points qui vont être écrits dans ArcGIS Online. Donc, toute la section qui suit sert à retravailler le JSON pour qu'il soit justement consommable dans ArcGIS Online. Je vous montre rapidement ici à quoi la plateforme Mesh ressemble. Donc, il y a une belle interface sur le cloud. Toute l'information est disponible. Il l'a même sous format de carte aussi. Donc, ce n'est pas juste un tableau avec l'information. Ils peuvent cliquer, voir la photo, puis avoir l'information là-dessus. C'est juste que pour l'intégrer, ben, soit il devait télécharger la donnée ou utiliser l'API ici. Donc, juste pour revenir rapidement sur les transformers clés, le HTTP caller pour faire la requête, comme on peut voir le request URL ici. Toute cette information-là nous a été fournie par le contact chez GoEvo afin qu'il nous explique un peu et nous envoie la documentation pour exploiter l'API. Et puis, le JSON Fragmenter, donc une fois que la requête HTTP est faite, le résultat est retourné en JSON. Et puis, on peut commencer à le travailler avec FME. Le fragmenter est là pour tranquillement découper le JSON en différents features ou entités. Il me restait un autre, c'est vrai, pour les autres transformers, pardon. Ce qui est arrivé, par contre, c'est qu'on a une limite au nombre de résultats qui peut nous être retournés par l'API. Donc, au lieu de jouer avec la limite qui tournait autour de 1000 ou 1200 retours qu'on pouvait avoir, il y a une information dans la première requête qui nous est retournée sur le nombre de pages qu'on peut extraire dans la requête HTTP. Donc, on a fait ça sous le format avec des workspaces, un workspace parent et un workspace enfant. Le workspace parent qui cherche à déterminer le nombre de pages ou d'itérations que le processus de traitement de données va devoir avoir. Donc, on utilise le workspace runner dans FME Desktop pour exécuter le workspace enfant qui fait le traitement de données. Et puis, on a ajouté également une notification pour aviser lorsque le processus a réussi ou a échoué, de manière à rendre ça un peu plus automatisé et simple d'utilisation pour Jake, l'utilisateur à la ville de Mono. De cette manière-là, il reçoit sa notification une fois que ça a roulé, si ça réussit. Mais s'il y a eu un échec parce que l'API ou le site web était offline pendant quelques minutes, ben, au moins, il sait qu'il va devoir relancer ce processus-là par après, ou du moins, il est avisé. Je vais en profiter rapidement pour vous montrer de quoi ça avait l'air dans FME Desktop. Donc, on a juste vu quelques images ici. Ça, c'est la portion au début pour vraiment aller chercher l'information de l'API. Et puis, il n'y avait pas d'identification ou d'authentification qui était nécessaire dans ce cas-là. C'était fait, je crois, juste via l'URL spécifique que le fournisseur nous avait donné. On traite la donnée ici. Il y a différentes étapes, mais je l'ai construit avec le client même. Donc, on a cherché à comprendre les deux ensemble, lui qui connaissait bien le schéma de la donnée. Vous pouvez me dire, OK, bon, on a besoin de cette information-là, de cette information-là. Donc, on la prépare toute là ici. Je vais sauter les détails.
À un certain point, on a décidé de rendre ça dynamique et d'enregistrer une copie du schéma dans un fichier CSV à l'externe qui aiderait à construire une classe d'entité dans une géodatabase S3. Ça fonctionne encore, mais ultimement, il est un peu bypassé en ce moment parce qu'on écrit directement dans ArcGIS Online et on pousse tout comme des mises à jour. Il y a également un point où est-ce que j'ai dû créer tous les attributs de manière dynamique là, en partant de l'information du nom des attributs qui venaient du JSON pour les recréer ici. Et puis, finalement, c'est la portion qui peut être intéressante ici sur ArcGIS Online. On décide si l'entité ou si la méthode de faire la mise à jour, est-ce que c'est une insertion d'un nouveau panneau de signalisation ou est-ce que c'est une mise à jour? Donc, on relie la couche des panneaux de signalisation qui est active sur ArcGIS Online et on vérifie avec l'identifiant unique du panneau de signalisation s'il est déjà présent ou pas. Donc, si, avec le feature merger ici, si l'identifiant existe déjà dans ArcGIS Online, on assigne l'attribut FME DB Operation, qui est un attribut réservé à FME pour déterminer le type d'opération sur la donnée à faire sur le jeu de données. Donc ici, c'est un update. Ici, l'identifiant unique n'existe pas déjà dans ArcGIS Online, on le met comme un insert ici. Donc ça permet de gérer les deux cas. Est-ce que j'ai une donnée qui est déjà existante ou est-ce que c'est un nouveau panneau de signalisation qui a été ajouté? Là, je n'ai pas besoin de faire deux processus différents. Je peux tous les faire dans le même workspace. Et puis, si je vous montre le workspace parent ici rapidement, on a un autre appel à l'API avec un HTTP caller et on va chercher le nombre total de rows d'entrées dans l'API. Et puis, on fait une pagination. Donc, quand on lance le workspace, on décide du nombre d'entrées qu'on veut pour chacune des pages. Donc, on l'a laissé à 500, ça avait un bon rythme, c'était pas trop long. Et puis, on fait exécuter le workspace. S'il y a 1500 entrées, il y en avait 1400 tout à l'heure, mais ça fait rouler le workspace 3 fois, en fin de compte. Donc, à haut niveau, c'est pas mal ça qui se passe dans le workspace. Le workspace parent est lancé avec le planificateur de tâches de Windows, avec un batch file de manière quotidienne. Et puis, le workspace parent déclenche le workspace enfant, essentiellement. Je regarde tes workspaces, Félix, qui sont visuellement, je dirais, attrayants. C'est-tu en même temps un genre de crash course aussi sur comment monter des workspaces justement bien montés puis qui sont visuellement parlants? C'est important quand même de garder de faire attention quand on construit le workspace et de mettre des annotations aussi. On en voit un peu. Donc, c'est les petites bulles de texte ici. Ce qui est le fun avec les annotations avec FME, c'est qu'on a beaucoup de liberté. Je vais prendre 10 secondes pour y retourner ici. On peut faire aussi les bookmarks, qui sont les cadres de couleurs ici. Ils n'ont pas de fonction de programmation autre que documenter le processus. Donc, pour tous ceux et celles qui ont fait un peu de programmation, on connaît l'importance d'un code bien documenté. C'est important d'avoir des informations qui nous expliquent qu'est-ce que chaque étape du processus fait, parce que sinon, à force d'y retourner quelques jours, semaines ou mois plus tard, on perd le sens du pourquoi on a fait telle séquence. Donc, c'est important de bien le documenter. Mais merci du commentaire. Ça va comme sauter aux yeux. Parfait. Donc, ça, c'est les readers et les writers pour ArcGIS Online ici. C'est un peu ce que je mentionnais directement dans le workspace tout à l'heure. Donc, on lit directement sur ArcGIS Online et on écrit directement dans ArcGIS Online, dans le cadre de ce projet-là. Pour vous donner une idée, la carte finale sur ArcGIS Online ressemble un peu à ça. Elle est juste disponible sur le réseau de Town of Mono, donc je ne peux pas vous la montrer dynamiquement de quoi elle a l'air. Mais ils ont l'information qu'ils ont besoin directement là-dessus, puis ils ont même ajouté une petite
stylisation sur chacun des points pour le type de panneau de signalisation que ça représente. Ici, on voit le petit icône de stop. Donc, c'est un panneau d'arrêt. Et puis, il peut même cliquer dessus pour voir avec une infobulle les différentes informations. Si on parle un peu des bénéfices maintenant, à 1 heure de traitement de la donnée, donc télécharger la donnée depuis Mesh et puis la traiter et la pousser sur ArcGIS Online, on arrive à un total d'à peu près une économie de 5 heures de traitement manuel par semaine. Donc, fois 52 semaines, ça en fait beaucoup d'heures quand même. Les données d'ArcGIS Online, évidemment, sont à jour pour tout le monde, surtout pour les travaux publics. Donc, ils sont contents de pouvoir planifier leur journée de travail avec ça. Et puis, ben, il y a une certaine, à un haut niveau, un certain suivi qui est fait sur la qualité des données. On a ajouté quelques éléments pour identifier quand il y avait des erreurs. C'est rien de très, très poussé qui a été fait, mais il y a en plus l'envoi de courriel qui est fait si jamais il y a un problème dans la connexion à l'API ou si le workspace, pour une raison quelconque, a échoué. Donc, ça ajoute un peu plus au niveau de confiance que l'utilisateur Attend Notre Mono avait sur ce processus-là parce qu'il sait qu'il y a un peu d'intelligence qui a été ajoutée là-dedans et il peut y faire confiance. Prochain projet, transformation de données sur les opérations de déneigement dans ArcGIS Online pour mettre à jour des Esri dashboards ou des Operations dashboards. Un exemple local avec la ville de Montréal. J'ai une question, Félix. Je suis en train de la lire en même temps que tu parles, là, parce que avant que tu tombes dans le nouveau. Je vois ici, bon, pour avoir lancé, ben, tu la vois autant que moi, là, je ne sais pas si tu la vois, pour avoir lancé 500 lignes de traitement, était-ce pour contrer ce phénomène d'accès à ArcGIS avec le message d'erreur? Ben, je sais pas, est-ce que tu la vois, Félix? Je ne la vois pas en ce moment, j'ai juste un écran présentement. Je pourrais peut-être la regarder. Ben, OK, ben, regarde, poursuis dans ce cas-là, puis ouais, poursuis, puis je pourrais te la relancer un petit peu plus tard. OK, il n'y a pas de souci. Donc, pour le projet avec la ville de Montréal, les données partaient d'inspection sur le terrain. Donc, je vais juste vérifier, excusez. Oui, c'est ça. Je vais revenir à la diapositive précédente en un moment, mais pour vous mettre en contexte, lors des opérations de déneigement, il y a des inspections qui sont faites post-déneigement pour vérifier l'état des routes et puis du déglaçage qui a eu lieu aussi. Donc, ces données-là sont stockées ou le résultat est stocké sur ArcGIS Online. Et puis, le résultat après le traitement de ces données, donc une fois qu'ils sont consolidés, se retrouve aussi sur ArcGIS Online. Donc, il y a un moment où est-ce que l'analyse utilise des données de ArcGIS Online et le résultat doit être poussé sur ArcGIS Online aussi. Mais c'était beaucoup d'étapes sur ArcGIS Pro à faire manuellement. Donc, une procédure de préparation de la donnée, je peux dire ici, qui prenait environ 30 minutes. On cherchait à ajouter un champ dans la donnée pour calculer des valeurs, donc consolider l'information par quartier. Fallait également ajouter des champs de date par un tri sur les périodes de déneigement aussi, et puis ultimement tout republier sur ArcGIS Online. De quoi qui était assez manuel, assez répétitif aussi. Et puis, un des enjeux là-dessus, par contre, c'est que les mises à jour doivent être effectuées à la demande. Donc, ça peut représenter plusieurs fois par jour lors d'une opération de déneigement. Donc, s'il y a une grosse tempête, et puis que les responsables du déneigement veulent avoir des mises à jour fréquemment, ben, ça peut arriver plusieurs fois par jour dans les opérations de tempête. Et si on doit prévoir un 30 minutes 5-6 fois par jour ou plus, ben, ça commence à rajouter beaucoup à la personne pour faire ce traitement-là aussi. Puis ça prend du temps aussi à faire, effectivement. Donc, survol du processus, on part des inspections des opérations de déneigement et de déglaçage, des données qui se retrouvent sur ArcGIS Online, et puis on a utilisé FME pour faire les opérations qui étaient faites manuellement.
Donc, ajouter les champs, calculer les valeurs et la consolidation, tout en mettant à jour l'information sur ArcGIS Online qui sert à alimenter des Operations Dashboards sur d'Esri. Donc, les données des inspections, je ne l'ai pas mentionné encore, proviennent d'une application sur Collector. Donc, avec ArcGIS Collector et Survey 123, ils ont construit des formulaires pour que les personnes qui font les inspections puissent entrer leurs observations. Et puis, ben, l'information est retournée de manière brute sur ArcGIS Online. Donc, on a deux images ici, les résultats des points d'inspection sur Collector pour alimenter le résultat final que vous voyez à droite, une carte par secteur de déneigement avec une moyenne approximative du résultat de déneigement et de déglaçage avec une thématique de couleur. Donc, d'autres images ici sur Collector, à quoi ça ressemblait. Donc, les points étaient définis à l'avance, où est-ce que les inspections devaient avoir lieu. Ils cliquaient sur le point pour aller entrer les différentes informations. Là. On les voit ici. Donc, un indicateur sur une échelle de 5 à 5 niveaux. Donc, un pourcentage sur le déglaçage. Si c'est 0, ben, c'est complètement glacé. Si c'est 100%, ben, c'est bien déglacé. Et puis, même chose au niveau de l'enneigement. Donc, une estimation approximative sur la quantité de neige qui reste au sol avec un timestamp dessus, donc une date et une heure, qui nous permet justement de regrouper l'information par tempête. La première phase du projet a fait un tableau de bord avec une thématique, mais la même thématique, mais essentiellement, les résultats étaient toujours sous forme de points. Donc, les points rouges représentaient là où il y avait encore du déneigement et du déglaçage à faire, et les points verts, ben, c'est où les inspections avaient bien été, puis qu'il n'y avait pas nécessairement d'autres interventions à faire par la suite. Cependant, vous pouvez constater également, c'est dur d'avoir un portrait de la situation avec juste des points comme ça, comme résultat. C'est pas, c'est dur d'avoir une idée, bon, ben, est-ce qu'un secteur est bien fait ou pas. Donc, l'idée, c'était de reconsolider tout ça, mais agrégé par secteur. Donc là, tous les polygones, la couleur des polygones représente la moyenne de la qualité du déneigement, du déglaçage, retourné par les points d'inspection ici. Donc, avant de sauter dans les différents bénéfices de ce projet-là, je vais vous montrer un peu le workspace ici. Donc, c'est un workspace assez simple. On a en entrée nos données d'inspection sur ArcGIS Online. On a également une table plus globale sur les points à aller échantillonner. Et puis, on combine cette information-là ici parce qu'il y a des attributs qu'il faut aller chercher dans les deux différentes tables. Et puis, on les superpose avec les secteurs de déneigement en polygone qui sont sur ArcGIS Online aussi avec le Point on Area Overlayer qui va permettre justement d'aller chercher l'information de tous les points et les ramener sur nos polygones de secteurs de déneigement. On a également travaillé avec des listes, donc pour conserver l'information de chacune des inspections. Et puis, ultimement, il y a deux couches ArcGIS Online qui devaient être mises à jour. Une qui s'appelle données historiques et l'autre données en temps réel. Donc, les données en temps réel sont là pour afficher les résultats de la tempête en cours. Et les données historiques vont servir à faire des moyennes sur, depuis le début de la saison de déneigement, comment ça a évolué par secteur. Et puis, quand la personne doit faire la mise à jour, ben, juste à cliquer sur Run et il y a une série de paramètres publiés qui sont affichés. Donc, on peut choisir la couche de destination et puis date de début, date de fin pour définir les dates de la tempête. Ce que vous voyez en rouge, c'est les connexions à ArcGIS Online. Là, vu que c'est sur le poste de l'utilisateur, ben, je n'ai pas ces informations-là, mais c'est pour vous montrer le workspace. Donc, il reste quand même simple.
mais il fait toute la job qui est nécessaire. Et puis, ben, ultimement, on a transformé 30 minutes de travail manuel en 30 secondes pour ouvrir le workspace et l'exécuter. La solution est simple, comme vous pouvez voir, le workspace n'est pas très compliqué, puis il est simple à faire évoluer aussi. On a ajouté beaucoup de notes pour faciliter n'importe quelle modification qui devrait avoir lieu par après. Ça permet de rendre l'information disponible aux équipes concernées en quasi temps réel parce que à chaque fois qu'ils lancent ou à la demande, ils vont avoir l'information à jour 30 secondes ou une minute après, là, dépendamment quand ils font leur rafraîchissement de leur page sur ArcGIS Online. Et puis tout ça, ben, des meilleures données, ça aide à faire une meilleure prise de décision au cours que la tempête évolue. Question pour toi, Félix, qui a été posée. Je ne sais pas si elle s'applique à Montréal ou à Mono, mais je pense que moi, je te la poserai pour les deux. Pour Montréal, tu parles de solutions simples. Juste pour avoir une idée d'ordre de grandeur, ça prend combien de temps de développer un workspace comme ça ou une automatisation de ce type-là? Oui. Dans le cas de Mono, on parle d'une quarantaine d'heures à peu près qui a été faite en approche de type coaching. Ça a été un peu moins pour le cas de la Ville de Montréal, vu que j'avais déjà été impliqué sur une autre version du projet un peu plus tôt. Donc, je crois que c'était autour d'une quinzaine d'heures dans ce cas-ci. Donc, c'est pas tant quand même quand on prend tout ça en considération. Et évidemment, mieux on connaît notre donnée ou mieux nos clients connaissent leurs données, plus c'est facile pour nous de savoir quoi faire. Mais comme à 15 ou 40 heures, puis à une économie de plusieurs heures par semaine, ça devient un retour sur investissement assez intéressant quand même. Assez payant. Là, j'ai une question qui est spécifique à FMS Server, mais je pense qu'elle est quand même d'intérêt général. Est-ce que l'utilisation des multiples tokens Reader-Writer d'ArcGIS Online peut affecter la fonctionnalité du workspace dans FMS Server? C'est une bonne question. Dans ce cas-ci, ce n'était pas déployé sur FMS Server, donc on n'a pas rencontré ce problème-là. Ce qu'il y a eu plus tôt, qui est déjà arrivé, c'est une question de rafraîchir les credentials. Donc, la couche n'était plus disponible pendant un instant, mais en faisant une actualisation des données de connexion, ça avait résolu le problème. On n'a pas rencontré la question des tokens sur ArcGIS Online, vu que pour les 3 projets ici, là, ils n'ont pas été déployés sur FMS Server. Je sais que c'est l'objectif de certains de ces projets-là, mais ils ne sont pas là encore. Ce n'est pas un problème qui a été rencontré. Puis, dans les autres projets sur lesquels j'ai travaillé, je ne l'ai pas rencontré non plus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, là, mais je ne peux pas parler d'une limite nécessairement. Mais ce projet-là que je vais parler, par contre, va peut-être être un peu en lien. Ce n'est pas directement le refresh token, mais c'était un autre enjeu qu'on a rencontré. Ça fait un bon segue dans pour ton prochain. la prochaine présentation. Ouais. Y avait-il d'autres questions? L'autre, c'est la première tantôt. C'est parce qu'elle est un peu technique, mais en tout cas, tu me diras si ça vaut la peine de la répondre tout de suite ou de la répondre peut-être offline après. Quelqu'un qui a lancé justement 500 lignes de traitement qui ne semblent pas avoir passé avec ArcGIS Online, puis il y avait un message error code from the server, your request has timed out, qui demandait est-ce que c'est pour comme contrer le phénomène j'imagine, de pigner rapidement ArcGIS Online? Ouais. On a fait plusieurs différents niveaux de tests. Puis justement, c'est un des défis qu'on est arrivé avec St. John Energy là-dessus. On a dû changer notre approche. Mais avec St. John Energy, je dévoile le punch tout de suite, là, c'était à peu près 1000 requests. C'était pas 500, donc il y en avait un peu plus. Mais c'était pas un chiffre constant à chaque fois. Donc, peut-être que cette présentation-là va aider à donner une idée une piste de solution à la personne qui a posé la question. Là. Je vais en parler un peu, mais j'avais écrit à Safe Software. Puis le projet ici a commencé en 2018, puis il y avait un enjeu de plus en 2018 aussi quand ça avait commencé, qui a été réglé depuis. Mais on est resté avec la même approche là, pour éviter justement qu'il y ait des time-outs. Donc,
Je vais commencer tout de suite. Pour ce projet-là, c'était de mettre à jour un base map là, ou une carte des réseaux électriques sur ArcGIS Online, mais à partir des données sur ArcSDE. Donc, c'est avec le fournisseur d'électricité St. John Energy au Nouveau-Brunswick. Donc, la prémisse de base, ils ont 22 couches de fond. Donc, c'est toutes des classes d'entités ou des feature classes sur ArcSDE qui doivent être diffusées sur ArcGIS Online pour leurs différentes applications et qui servent de données de base lorsqu'ils font le partage d'informations avec leurs employés sur le terrain. Donc, ces données-là devaient être mises à jour régulièrement, mais c'était fait par un technicien. Puis, c'était une question de quelques heures, toute cette procédure-là, de republier et de tout remettre ça à jour. Donc, le seul fait que c'était long et pénible, si je peux dire, un processus qu'il aurait voulu faire aux semaines ou plus régulièrement, il le faisait tous les 3 mois, juste parce que ça considérait un certain effort. Donc, le processus, un petit survol, la donnée source, elle est toujours chez Esri, dans ce cas-ci aussi, dans une base de données Enterprise ArcSDE. Le processus, dans sa forme, dans sa première version, c'était de publier manuellement chacune des couches à partir de ArcMap. L'objectif, c'était de les mettre à jour automatiquement, de mettre à jour les feature layers sur ArcGIS Online avec FME. Et puis, s'il y a des erreurs ou des timeouts en cours de processus, justement, de faire une notification courriel dans ce cas-ci. Donc, ici, c'est une partie des couches de base. Donc, c'est les overhead. Donc, tout ce qui est en lien avec les réseaux électriques, là, je ne suis pas beaucoup connaissant là-dessus, mais c'est essentiellement des points, des lignes, des informations sur le réseau électrique. Il y en a un peu plus que la liste qui est là ici, mais ultimement, tout ça doit se retrouver sur ArcGIS Online. Donc, un des défis qu'on a rencontrés, justement, c'était le fameux timeout de l'écriture sur ArcGIS Online. Donc, c'est là qu'on est allé un peu avec la même manière que pour Mono, avec une approche parent-enfant. Donc, un workspace par feature layer. Oui, c'est peut-être moins optimal quand on le voit dans son ensemble, mais ultimement, si ça permet de tout faire d'un seul coup, mais sur une plus longue période de temps, c'était pas un enjeu dans ce cas-ci. Donc, schématiquement ici, on a un workspace parent qui va déclencher la mise à jour couche par couche, une à la suite de l'autre. Je vais le montrer directement ici. Je vais parler du workspace enfant d'abord. Donc, le voici. On lisait les couches en manière dynamique. Il y a même une sélection de couches qui pouvaient être faites au début, là. Et puis, tout devait être écrit sur les propres... chaque couche de destination, là, le client voulait finalement que ce soit qu'il y ait leur propre feature service. Donc, ils ont tous leurs writers séparés ici, qu'on peut voir. Très peu de manipulation qui est faite avant l'écriture. On cherche juste à retirer le préfixe du nom de la table. Renommer en cours de route le nom de la couche de destination, là. Donc, par exemple, Service Point était renommé pour Meter Point sur ArcGIS Online. Et puis, on filtre le tout pour l'écrire dans la couche de destination sur ArcGIS Online. Cependant, dans la première version, on a essayé de toutes les lancer, puis on avait des timeouts justement à peu près à chaque 1000-1500 features. Donc, pour contrer ce problème-là, on a dit, bon, essayons une couche à la fois. Puis quand on lançait manuellement une couche à la fois, ça fonctionnait. Donc, au lieu de lancer 22 fois le même workspace, on a construit le workspace parent, ici, qui a l'air de
peut-être un mille pattes ou quelque chose ici. J'ai gardé tout en ligne de même. On n'a pas besoin de le voir à haut niveau vraiment là, quand on travaille avec, mais essentiellement, c'est la même opération qui a lieu plusieurs fois. Quand on lance le workspace, on choisit les couches à mettre à jour ici. Donc, on peut toutes les cocher au besoin. Et puis, au fur et à mesure que ça avance, chaque couche qui sont identifiées avec les annotations vont être mises à jour. Le testeur est là avant pour déterminer si la couche sélectionnée, si la couche à mettre à jour a été sélectionnée au début. Donc, ça arrive par moment qu'ils veulent juste mettre à jour 3 couches parce qu'il y a eu des mises à jour une semaine spécifique. Et puis, ils veulent les faire rapidement. Donc, au lieu de lancer la mise à jour au complet, ils le font juste sur les 3 couches qu'ils sélectionnent ici. Donc, ça évite de lancer le processus ou la mise à jour sur chacune des couches. Et puis, dépendamment, si la mise à jour réussit ou si elle échoue, je crée un message d'erreur qui dit si le nom de la couche a réussi ou échoué. Et puis, il y a un emailer qui est envoyé à la fin. Donc, je combine ou j'agrège tout le nom des couches qui ont réussi et tout le nom des couches qui ont échoué avec le aggregator. Et j'utilise l'option pour concaténer mon attribut paired layer là, qui est créé après chacune des exécutions si ça a échoué. Et puis, ça me donne une belle liste dans mon courriel de toutes les couches qui ont réussi et toutes les couches qui ont échoué. Donc, dans nos derniers tests, il y avait rarement de couches qui échouaient, mais ça pouvait arriver qu'il y en ait une ou deux à cause d'un timeout. Donc, on regardait les logs et puis il les relançait, ces deux-là, manuellement par après. Donc, on en est resté à ce niveau-là pour l'instant pour le processus. Et puis, ça évite justement que la personne ait à faire manuellement toute la publication des couches. Il prend peut-être 30 ou 40 minutes à rouler en tout, mais c'est pas du temps que quelqu'un a passé à consacrer à faire des opérations pendant ce temps-là. Donc, un avant-après très simple ici, on a la couche la couche de base dans SDE à gauche et puis le résultat dans ArcGIS Online. Ils ont ajouté leur stylisation évidemment pour voir les différents statuts, mais ils étaient sans doute bien contents que ça se retrouve là. Il y a quelqu'un, Félix, je m'excuse tantôt, qui a posé la question. À quoi correspondent les ronds bleus dans ton workspace? Oui. Ici. J'imagine que c'est les petits points ici. Ça, c'est un transformer qu'on appelle les junctions. Tout ce qui sert, lui, c'est à pas assembler, mais ramener plusieurs connexions ensemble. Donc, il n'y a pas de transformation qui a lieu là-dedans ici. Ça a juste servi que je puisse amener mes lignes et toutes les faire passer à la même place. Donc, c'est vraiment pour le visuel, pour éviter que j'ai trop de lignes qui partent en même temps dans une direction, puis que ce soit difficile à voir, là, puis que les connexions se croisent trop. Donc, ces ronds bleus-là, on les appelle les junctions. Comme ça ici. Puis ça a vraiment juste à regrouper des connexions ensemble pour rendre ça visuellement plus esthétique ou plus facile à regarder. Mais c'est une bonne question parce que si on ne connaît pas, effectivement, on se demande qu'est-ce qui se passe là-dedans. Super. Donc, maintenant, dans les bénéfices de ce projet-là, il y a eu un gain de temps. Autrefois, la mise à jour manuelle de toutes les couches via ArcMap, la publication et tout, ça représentait un effort d'à peu près 4 à 6 heures. Donc, c'est quand même une demi à une journée de travail pour une personne juste faire cette mise à jour-là. Donc, je comprends qu'il la faisait seulement de manière trimestrielle avant. Mais maintenant, même si ce n'est pas le workspace qui roule juste en quelques secondes, ça reste une tâche que cette personne-là a pu à faire. Ils peuvent la programmer quand ils veulent. Donc, c'est fait, c'est encore roulé juste à chaque semaine s'ils ont des modifications significatives au niveau du réseau électrique. C'est quelque chose qu'ils pourraient décider de mettre à jour à tous les jours s'ils le voulaient.
Puis, ben, il y a une certaine détection d'erreur qui est là. Donc, comme ça, le superviseur est avisé s'il y a une couche que la mise à jour n'a pas réussi. C'est bon. J'ai 3 questions pour toi, Félix, avant que je tombe à la conclusion. Premièrement, il y a des gens qui sont informés, qui me disent qu'il y a un nouveau connecteur RGS online directement dans FME qui est existant maintenant. Est-ce que tu l'as utilisé? Je ne crois pas parce que je ne l'ai pas vu, mais est-ce qu'il aurait été utile? C'est une bonne question. Effectivement, le RGS Online Connector est tout frais, là. Il est arrivé cet été. Et puis, il permet de faire plusieurs choses qui n'étaient pas possibles avant. Tous ces projets-là, à part celui de déneigement, là, mais le projet de Mono et le projet de Saint John Energy ont été commencés en 2018. Donc, ils ont évolué au fil du temps un peu, là, mais on ne s'est pas rendu à l'utiliser. Et puis, dans le cas de Saint John Energy, je mets à jour des couches déjà existantes sur ArcGIS Online. Il y a eu un premier effort de publication de ces couches-là qui a dû être fait de mon côté avant de pouvoir les intégrer dans le workspace. Donc ça, c'est un bout que j'ai dû faire une fois manuellement, que j'aurais souhaité pouvoir publier avec FME, avec le ArcGIS Online connecteur justement, mais ce n'était pas disponible à ce moment-là. Puis je l'ai testé rapidement pour voir si ça aurait pu aider. Oui et non. Donc, pour ce qui est de la publication des feature layers sur ArcGIS Online, il faut que ce soit un contenu qui est déjà sur ArcGIS Online. Il y a une opération qui est possible, c'est le upload. Donc, il peut téléverser un shapefile ou un CSV, par exemple. Le Transformer ArcGIS Online Connector peut téléverser ça pour nous sur le contenu de notre organisation. Puis après, je peux faire un publish en rajoutant un autre ArcGIS Online Connector, mais c'est pas, on ne peut pas passer de tous les formats de FME. Il y a une liste déjà précise là, qui est disponible dans une sélection de choix dans le Transformer. Donc, je crois qu'il pourrait être intéressant, mais il n'aurait pas pu nécessairement tout remplacer le processus qui a été fait dans ce cas-ci. Okay. Puis, une autre question aussi, est-ce qu'il est possible d'automatiser dans FME la mise à jour du cache des tuiles ArcGIS Online pour ne pas gaspiller des crédits? Bonne question, je ne l'ai pas essayé. Faudrait voir précisément où est-ce que c'est enregistré, puis si FME peut aller là-dessus. Je penserais que oui, mais je l'ai pas testé spécifiquement dans ce contexte-là, donc je peux pas me prononcer si c'est faisable directement dans cet objectif-là. Mais Okay. mon sentiment serait qu'il y aurait manière de le faire. J'ai pas le souvenir que les crédits avaient été un gros enjeu dans nos phases de test là, parce qu'on le roulait vraiment beaucoup. Donc, il faudrait juste qu'on fasse un petit refresh sur quelle opération utilise les crédits dans ArcGIS Online et lesquels dans FME on fait pour voir si les deux se joignent. Ouais. Autre question. Lors de la publication sur ArcGIS Online, est-ce que tu as rencontré des problèmes de symbolisation des feature layers? Puis si oui, est-ce qu'il y a des contraintes à respecter pour bien publier les données? J'ai laissé ça à la tâche du client, en fait. Donc, malheureusement, je ne peux pas dire. C'est une bonne question. Ce qu'on s'est assuré, par contre, c'est d'utiliser le même schéma de données. Donc, les attributs sont pareils et ça devrait respecter le même range de valeurs, là. Il est arrivé à quelques occasions que certains champs avaient été entrés de manière moins restrictive là, pour les couches dans SDE, et puis il y avait des erreurs qui étaient retournées pour certaines couches, comme quoi qu'il y avait du invalid HTML content pour certains attributs. Donc, j'ai vérifié avec le client, puis à ce moment-là, ce n'était pas des informations qu'ils avaient besoin pour leur ArcGIS Online, donc on les a juste enlevées du writer pour pas qu'il y ait besoin de le faire. Mais sinon, avec le import feature types dans le writer, j'ai pu aller chercher le schéma de la donnée exactement comme il était sur ArcGIS Online, donc on n'a pas eu d'enjeu là-dessus.
Maintenant, pour la symbologie, c'est basé sur les valeurs, ça devrait être correct. Mais ça me dit de quoi que en écrasant la couche, il y a une symbologie qui était perdue. Mais je me souviens pas, je pense pas que c'était dans ces projets-là, là, c'était dans une autre chose. C'était plus le client qui s'était occupé de cette portion-là. Mais OK. c'est une bonne question qu'on peut poser au support, sinon pour voir s'il y a eu d'autres cas d'expérience là-dessus. Qu'est-ce que tu entends par question au support? À notre boîte de support. À notre boîte de support, OK. À notre boîte de support, oui. Donc, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui l'aurait déjà vu chez nous. OK. Pour le bénéfice de nos clients, c'est support.gis. Support.gis. à Support.gis consortec.com. à consortec.com. Je crois qu'on la voit dans la diapositive finale. On la voit-tu? Ben, peut-être, toi, aller montrer rapidement. Je peux faire la conclusion. J'ai une autre question aussi que je vais garder en Ouais. poche, mais juste au moins pour l'enregistrement, pour être sûr qu'on respecte notre temps. Je vais juste passer à la conclusion, je dirais, officielle du webinaire. Donc, notre petite équation, donc FME plus ESRI plus Consortec égale résultat, efficacité. Je pense que, en tout cas, Félix a tenté de vous le démontrer. Autant c'est important pour nous de vous faire part des bénéfices que nos clients ont obtenus du travail qu'on a fait ensemble versus, dans le fond, l'investissement en temps. Puis peut-être là-dessus, Félix, rapidement, ça t'a pris combien de temps à peu près de travailler avec Saint John Energy? Je ne me souviens pas si tu l'as déjà mentionné. On avait parlé de Je Mono n'ai pas pour Montréal, mentionné, mais c'était une trentaine d'heures aussi. une trentaine d'heures. Qu'on avait pris pour ce projet-là. Donc, OK. à peu près dans le même temps que pour Town of Mono, mais il y a eu plus de back and forth. Là. Il y a eu le projet a un peu plus évolué justement avec la contrainte de limite là, ou du time-out. Et puis, ils ont changé pour avoir des feature services individuels ou d'un seul feature service avec plusieurs layers dedans. Donc, il y a eu des modifications qui ont été apportées en cours de route. OK. Donc, ça, comme conclusion, il y a vraiment toute l'automatisation des liens entre les différentes applications Esri. Puis, je vais avoir une question là-dessus spécifique justement aux multiples applications Esri. Il y a tout le volet aussi, tu l'as mentionné par la bande aussi là, dans certaines présentations, l'ajout de tout un volet, dans le fond, qu'on appelle data prep, donc la préparation de données, d'ajouter de la valeur à ce que vous allez publier sur ArcGIS Online. On considère qu'il y a une certaine paix d'esprit quand vous êtes capable d'avoir justement, quand vous mettez en place des options de notification, que ce soit pour dire que ça a passé, que ça n'a pas passé, puis si ça n'a pas passé, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a ce volet-là. Puis, il y a tout le volet justement du gain de temps. Mais si vous ne passez pas votre temps à faire des tâches répétitives, nous, on a pour notre dire, puis ce qu'on discute avec nos clients, c'est qu'ils ont plus de temps pour faire des choses le fun, que ce soit avec ArcGIS Dashboard ou peu importe ce qui vous passionne. Puis, tu peux peut-être mettre la dernière slide avec nos coordonnées, Félix, puis je vais te poser la question justement en lien avec les multiples applications. Quelqu'un qui dit, avec les outils Collector, Explorer, Tracker, tout ArcGIS, est-ce que certains processus automatisés d'FME pourraient être transférés, pourraient faire passer de l'information de ces plateformes vers ArcGIS Field Maps? OK. Je ne Une sais pas bonne si je ne question. la connais pas, celle-là, Field Maps. Oui, non, moi non plus, pas celle-là précisément. FME ne peut pas se connecter à Collector directement ou à Tracker, si je me souviens bien. Là. Il va utiliser l'information qui est sur ArcGIS Online, qui va être utilisée ou diffusée par Collector. Donc, ArcGIS Online reste un peu le point central pour FME pour aller chercher l'information. Je pense pas que ni moi ni je pourrais vérifier avec mes collègues, c'est aventuré à essayer de se connecter à ces applications-là directement avec FME ou de les modifier directement. Je sais qu'ils rajoutent un peu comme le ArcGIS Online Connector, je crois qu'ils rajoutent d'autres transformers là-dessus. De ma connaissance pour l'instant, c'est surtout le résultat se retrouve à quelque part sur ArcGIS Online et c'est là qu'FME va aller travailler la donnée. Sinon, c'est avec les API. Donc, si on veut essayer d'aller un peu plus pousser dans le back-end, mais je ne me suis pas aventuré là-dessus non plus. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qui est disponible encore au niveau de ces applications-là et d'Esri. OK. Puis, dernière question avant de terminer, et 11h59. Est-ce qu'FME contient ou projette des outils de format de fichier pour l'intégration de maquettes 3D dans un environnement BIM? Est-ce que tu as eu à travailler là-dessus?
J'ai pas eu de projection de maquette 3D. Faudrait voir, il y a tout, Revit est supporté dans un certain niveau aussi. Là, c'est pas complet, mais il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent. SketchUp, il y a plusieurs formats 3D qui sont disponibles. IFC, entre autres. Pour ce qui est du BIM, oui, aussi. Mais honnêtement, j'ai pas eu à le rencontrer encore vraiment. J'ai fait un petit peu de SketchUp de manière très légère. Là. Mais question. OK, ben c'est correct. C'est en lien beaucoup avec l'ancienne vie de Concertec où on faisait beaucoup de BIM. Maintenant, on en fait un peu par la bande lorsque les clients nous le demandent. Ben moi, dans le fond, je conclurai, je vais conclure, en fait, premièrement, en vous disant merci d'avoir participé au webinaire. Il est enregistré, donc vous allez pouvoir vous y référer si vous le souhaitez ou le passer à des collègues qui pourraient être intéressés. Puis sinon, si vous avez des questions spécifiques aussi, les questions auxquelles on a répondu, ce n'était pas complet. Si vous avez des exemples, des fois, de projets, quoi que ce soit, bien, vous voyez, mes coordonnées sont là. Celles de Félix sont là aussi. On vous a donné aussi le support.gis à concertec.com pour ceux qui sont déjà clients chez nous. Puis nous, on est toujours intéressés à savoir quel type de projet qui pourrait vous faire soit sauver du temps, qui pourrait amener de la valeur à votre organisation. Donc, n'hésitez pas, contactez-nous, puis on pourra regarder justement la faisabilité de certains projets ou répondre à des questions plus spécifiques. Donc là-dessus, merci beaucoup, Félix, pour la présentation. Merci tout le monde d'avoir participé. Puis on se rejoint à un prochain webinaire. Le prochain est prévu pour le 28 janvier. Ça va être un cas de projet qu'on a fait conjointement avec Énergie pour le suivi des fuites de conduite gazière, avec entre autres justement avec du tracker, avec du collecteur, du Wave Server, ArcGIS Online, et puis peut-être pas le ArcGIS Online, mais en tout cas, ça va être le 28 janvier prochain. Merci beaucoup tout le monde, puis bonne fin de journée. Merci.